Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un récit d'une intensité folle. C'est tiré d'un texte ancien ultra connu, l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Et honnêtement, qu'on aborde ce texte sous un angle historique, littéraire ou même psychologique, c'est une véritable masterclass. C'est un modèle absolu de narration et de gestion de crise. Notre but aujourd'hui, ça va être de passer à la loupe toute la mécanique de ce texte. On va voir comment la tension est construite millimètre par millimètre, comment un piège machiavélique est tendu et surtout comment il est magistralement désamorcé. Bref, on part sur une analyse étape par étape d'une confrontation où les enjeux sont littéralement absolus. Alors, imaginons à l'instant la situation. Comment est-ce qu'on fait pour calmer une foule en colère qui exige là tout de suite une exécution immédiate ? C'est quand même la question redoutable qui est au cœur de l'intrigue. On n'est pas dans un petit débat de salon intellectuel ou une querelle de voisinage. On parle vraiment d'une question de vie ou de mort. La tension est à son comble, la violence est imminente. Gardons bien ce paramètre en tête, car c'est le défi central auquel l'arbitre de cette situation va devoir répondre. Et le plus fou, il va devoir le faire sans utiliser la moindre force physique, uniquement par l'ingéniosité de sa répartie et son attitude. Mais reprenons depuis le début. L'auteur pose le décor de manière ultra stratégique. Au départ, c'est le calme plat. C'est l'aurore, au temple, tout est serein. Les gens viennent, notre personnage s'assoit, et il commence à enseigner tranquillement. C'est presque zen, on imagine parfaitement l'ambiance matinale. Et d'un coup, bam, cette tranquillité vole en éclats. Une interruption brutale, un groupe hostile qui débarque. Le contraste entre la paix de l'aube et le chaos total de cette incursion capte immédiatement notre attention. Et regardez un peu la géographie de cette scène au moment de l'interruption, c'est super important. Les accusateurs amènent une femme et la jettent littéralement, ce sont les mots du texte, au milieu. Ce détail n'est pas là par hasard. Placer quelqu'un au centre d'une foule accusatrice, c'est l'exposer à une vulnérabilité absolue. Il n'y a aucune échappatoire, tous les regards sont braqués sur elle. C'est l'humiliation publique poussée à son paroxysme, ce qui rend l'affrontement inévitable. L'arbitre est forcé de réagir parce qu'on vient littéralement de lui balancer le problème au beau milieu de son espace. Et c'est précisément là que le piège intellectuel se referme avec un clic redoutable. D'un côté, on lui brandit une autorité incontestable pour l'époque, la loi de Moïse, qui ordonnerait de lapider cette femme sur le champ. De l'autre, on lui lance un défi frontal, public. Et toi, que dis-tu ? C'est ce qu'on appelle un dilemme toxique, une impasse totale. S'il s'oppose à la lapidation, il contredit la loi sacrée, se discrédite et passe pour un hérétique. S'il approuve l'exécution, finit l'image de compassion et en plus il s'attire les foudres des Romains qui avaient le monopole de la peine de mort. Le piège est tout simplement parfait. D'ailleurs, le texte est super transparent sur les vraies intentions du groupe. L'objectif n'a jamais été de rendre la justice ou de faire de la morale. Non, le récit précise bien qu'il faisait ça uniquement pour le mettre à l'épreuve et fabriquer un motif légal pour l'accuser, lui. La femme, dans toute cette histoire, ce n'est qu'un pion. Un instrument utilisé pour construire un chef d'inculpation. Comprendre cette dynamique, c'est crucial. On n'est pas face à un tribunal improvisé, mais face à un véritable guet-apens politique déguisé. Face à tout ce vacarme, à ce piège où la plupart des gens se mettraient à crier pour se défendre ou argumenter, que fait-il ? Eh bien, contre toute attente, le texte décrit deux petites actions physiques toutes simples. Il se baisse, et avec son doigt, il se met à écrire sur le sol. C'est tout. C'est une manœuvre de désescalade qui laisse sans voix. Au lieu d'escalader avec des mots, il impose le silence et répond par un mouvement vers le sol. Il refuse d'entrer dans leur jeu rhétorique. Il rompt le contact visuel, se soustrait physiquement à l'agression et décontenance totalement la foule. On a alors un contraste absolument saisissant qui s'installe. Imaginez la scène. D'un côté, la foule qui boue. Le texte mentionne qu'il persistait à l'interroger. Ça crie, ça s'impatiente, l'agressivité monte en flèche devant ce refus de répondre. Et de l'autre côté, ce silence pesant. Ce geste lent, mystérieux, d'écrire dans la poussière. Ce décalage crée une tension dramatique extraordinaire. Le silence de l'arbitre agit comme un miroir géant qui renvoie soudainement toute l'hystérie de la foule à elle-même, forçant une sorte d'arrêt sur image dans leur élan meurtrieux. Et c'est là qu'arrive le point culminant. Après avoir laissé la cocotte minute monter en pression, il se redresse enfin et lâche cette phrase monumentale. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » La force de cette réplique, c'est son ingéniosité absolue. Il ne contredit pas la loi, donc adieu l'hérésie. Il ne condamne pas non plus la femme. En fait, il dit « Ok pour la sentence, mais parlons un peu des bourreaux ». En une fraction de seconde, il déplace le projecteur. On passe de la culpabilité de la femme à la conscience individuelle de chaque accusateur. Le piège vient de se refermer sur ceux qui l'ont tendu. Mais observez bien la chorégraphie de ce passage, parce qu'elle est tout aussi stratégique que les mots. Il se redresse pour que sa voix porte, et lâche cette bombe verbale. Et dans la seconde qui suit, paf, il se baisse à nouveau et continue d'écrire par terre. Il ne reste pas là, debout à les narguer. Il ne les fixe pas avec défi pour savourer sa victoire. Non.
En retournant vers le sol, il leur donne de l'espace. L'espace physique et mental nécessaire pour encaisser la phrase et faire face à eux-mêmes sans subir la pression écrasante de son regard. Le résultat ne se fait pas attendre. On assiste à un effondrement psychologique total de la foule, mais un effondrement graduel. Ils commencent à s'en aller. Et le détail qui tue, c'est qu'ils partent en commençant par les plus âgés. Pourquoi les anciens en premier? Le texte ne l'explique pas directement, mais on devine très bien que l'expérience, le poids des années et des erreurs accumulées, fait qu'ils sont beaucoup plus conscients de leurs propres failles. Ils captent immédiatement qu'ils ne remplissent pas le critère pour lancer la première pierre, jusqu'à ce que la place se vide complètement. Ce qui est vraiment fascinant dans cette retraite, c'est le rythme. Un par un. Ce n'est pas du tout une débandade générale ou un mouvement de panique. Ce départ individuel, au compte-gouttes, prouve que la mentalité de meute, cette psychologie de masse toxique qui les excitait tous ensemble, a été pulvérisée. Cette seule réplique a forcé chacun à redevenir un individu responsable. En partant chacun de son côté, ils avouent en silence qu'ils n'ont aucune légitimité pour juger. Le danger collectif a tout simplement été désamorcé en isolant les consciences. Si on fait un petit arrêt sur image pour comparer le début et la fin, la métamorphose de la scène est dingue. Au début, on étouffait. Une femme encerclée, une foule haineuse, un lynchage imminent. Et à la fin, le vide. Le vacarme a disparu. Le texte précise qu'elle est toujours là, au milieu, mais le mur d'accusateurs s'est évaporé. Elle n'est plus qu'avec le seul homme qui aurait pu autoriser sa mort. Le chaos absolu a laissé place à une scène d'une intimité et d'un silence irréel. C'est seulement à ce moment-là qu'il brise le silence pour s'adresser directement à l'accusé, pour la toute première fois. Il se redresse dans cette cour vide et lui pose 2 questions toutes simples. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Ce n'est pas pour l'accabler, pas du tout, c'est pour ancrer la réalité. Il veut qu'elle verbalise, qu'elle réalise consciemment que ses bourreaux ne sont plus là. Toute la machine de mort qui était en marche s'est désintégrée. Et sa réponse, c'est la seule fois où elle ouvre la bouche de tout le récit. 2 mots. Personne, Seigneur. C'est extrêmement court, mais d'une puissance absolue. C'est le constat partagé que le cauchemar est terminé. Il n'y a plus aucune pierre levée contre elle, plus aucune voix pour exiger sa mort. La menace physique a totalement disparu. On assiste là au vrai point de bascule de l'histoire, où la survie devient une certitude reconnue par des deux. L'acte final vient clôturer cette crise de manière hyper concise en 3 temps. 1. L'acquittement formel. Moi non plus, je ne te condamne pas. Le seul sur place qui remplissait le fameux critère pour lancer la pierre décide de faire grâce. 2. L'action. Va. La liberté de mouvement lui est rendue. Et 3. La direction pour l'avenir. Désormais ne pêche plus, il ne nie pas l'effet de départ, mais il choisit la restauration plutôt que la destruction. Le piège est complètement démonté. C'est un retournement de situation monumental. Au final, on est en droit de se poser cette question fascinante. Comment est-ce qu'on passe d'un peloton d'exécution publique à un acquittement totalement privé et plein de grâce en juste quelques lignes? La méthode est là, sous nos yeux. Imposer le silence stratégique, refuser de jouer sur le terrain de l'adversaire et renvoyer la responsabilité à la conscience de chacun. Ce texte, au-delà de sa dimension religieuse, c'est le manuel de survie ultime face à une crise. C'est une claque narrative qui nous en dit très long sur la nature humaine et sur le poids de nos propres jugements. Gardons cette réflexion en tête, car cette mécanique est une vraie mine d'or à méditer, encore et encore.